Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore d'avoir choisi Canal 7 pour suivre en direct cette élection présidentielle américaine. Le monde entier vibre actuellement justement sous le rythme de cette élection présidentielle américaine. Cette élection, il faut quand même signaler qu'elle signe également la fin du règne Obama. Hillary Clinton ou Donald Trump, qui sera aujourd'hui le 45e président américain. En attendant de voir et pour parler des enjeux de cette élection américaine, nous avons sur ce plateau 3 invités. Juste à ma gauche, nous avons Amal Jean-Maurice Mbumba Ibinda. Il est journaliste, économiste, spécialiste en géosciences politiques et stratégiques. À ma droite, nous avons le docteur Blanchard Onanganjila. Il est américaniste, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo au Gabon. Et à côté de lui, le docteur Ofanjali Obiri. Il est également américaniste, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo Ondimba et spécialiste des mouvements et idéologies politiques de gauche. Voilà, nous aurons également, il faut le signaler en direct, notre correspondant, le correspondant de Canal 7 aux États-Unis, Achille Ngoma, lui qui est spécialement à Bismarck, dans l'État du Nord Dakota. Il va devoir justement nous faire vivre ces moments palpitants de cette élection présidentielle américaine. Cela dit, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, le monde vibre, comme je le disais, sous cette élection présidentielle. On cherche aujourd'hui à voir qui sera le président de cet État, les Amériques, les États-Unis d'Amérique. Alors comme ça, quel visage les États-Unis vont devoir nous faire découvrir à l'issue peut-être de cette élection présidentielle d'entrée de jeu? Messieurs? Moi, je crois que avec la présence de deux candidats qui sont plus ou moins atypiques, nous pensons qu'il y aura de l'enjeu et que le pronostic sera difficile à donner. Le pronostic sera difficile à donner. Vous pensez la même chose, docteur Onanga? Effectivement, il faut dire que c'est une élection assez, on va dire, violente, qui se serait caractérisée par des attaques personnelles et non pas par, si vous voulez, la mise à nu du programme politique sur lequel on aurait attendu voir les deux candidats s'exprimer. Donc, effectivement, il est dur en ce moment de dire qui d'Hillary Clinton ou qui de Donald Trump sera président des États-Unis, même si, bien évidemment, aux derniers sondages qui ont été révélés ici et là par des instituts chargés donc de faire ces études-là, Hillary Clinton semble avoir justement la possibilité de devenir la présidente des États-Unis et donc succéder au président Barack Obama. Mais nous devrons attendre la fin de tous les résultats pour pouvoir justement découvrir qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump sera élu président des États-Unis. Nous en reviendrons certainement tout au long de cette émission. De cette émission. Alors, docteur Ofanjali, peut-être aussi un commentaire là-dessus. Quel est le visage qu'on peut attendre de tout cela? Oui, c'est vrai que les sondages annoncent des résultats serrés, mais je pense que les Américains et le monde entier n'ont pas envie de voir un George Bush bis à la tête de la première puissance mondiale. Les Américains et le monde entier n'ont pas envie de voir un populiste de droite à la tête de la première puissance mondiale. Et je suis confiant, je suis un homme de gauche, et je ne le cache pas. Hillary Clinton est une femme de gauche, et je pense que Hillary Clinton va l'emporter et poursuivre la politique pacifique de Barack Obama. On va le savoir tout au long justement de cette soirée et cela jusqu'à demain. Le temps justement, nous avons fait circuler notre micro dans les rues de Libreville pour essayer d'avoir l'avis des Gabonais sur cette élection américaine et avoir également l'avis des Gabonais sur les deux candidats qui se présentent donc à cette élection américaine. Je vous invite donc à suivre ce micro-trottoir.
Les élections aux États-Unis, vous êtes plutôt pro-Trump ou pro-Hillary Clinton? Je suis pour Trump, parce que c'est encouragé. Quand j'écoute ces débats, c'est quand même un homme qui peut changer beaucoup de choses. C'est encouragé. D'abord, c'est un homme riche, ça veut dire qu'un homme riche, il peut nous apprendre tous, même jusqu'en Afrique ici, comment se débrouiller pour devenir riche. D'abord, il est devenu riche sans être un homme politicien d'abord avant. Ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de choses. Les élections aux États-Unis, vous êtes plutôt pro-Trump ou pro-Hillary Clinton? Dites-nous pourquoi. Je dirais je suis pro-Trump parce que je pense que c'est un homme de conviction. Vu les guerres diplomatiques qui se passent dans le monde, le terrorisme, je pense que c'est un homme comme Trump qui peut bien, je veux dire, régler le problème, résoudre tout cela. C'est ça. La raison pour laquelle je souhaiterais que Trump puisse être à la tête des États-Unis. Une femme, j'aurais voulu, mais Hillary Clinton, je ne pense pas qu'il pourra relever le défi à la tête des États-Unis. Je ne pense pas. Sinon, c'est une bonne candidate, mais face à Donald Trump, c'est encore mieux, Donald Trump. C'est le candidat qu'il faut. Alors les élections aux États-Unis, vous êtes plutôt pro-Trump ou pro-Hillary Clinton? Pour moi, mon avis, je vois que bon, les Américains même, ils ont choisi leur candidat. Leur choix, c'est leur choix. Ils n'ont qu'à voir la personne qui leur propose le projet. S'ils décident que c'est la personne qui est bien, c'est eux qui les choisissent. Nous, on n'a rien à foutre dedans. S'ils ont choisi le candidat qui peut gérer les États-Unis, c'est le grand pays, le pays le plus puissant qu'on parle. Donc c'est à eux-mêmes de choisir leur candidat. Nous, on n'a rien à faire dedans. Nous, on ne parle pas aux unes. Nous, on attend seulement celui qui va sortir. C'est tout. Merci à vous. Les présidentielles aux États-Unis, vous êtes plutôt pro-Trump ou pro-Hillary Clinton? Dites-nous pourquoi. En bon africain, vous savez bien que les républicains sont un peu, on ne les aime pas trop. Ils sont les taxes un peu plus de pro-racistes. Or, Clinton, son parti engorge un peu toutes les races, les hispaniques, les africains, et les noirs américains et les blancs. En bon africain, on devrait être un peu plus proche de Bill Clinton, de Madame Bill Clinton que Trump. Voilà, oui. Et le fait qu'une femme soit à la tête du plus grand pays du monde, ça ne vous inquiète pas? Oui, ce sera une des premières choses dans ce pays parce que ça n'a jamais existé auparavant. Ce que je sais que si Madame Clinton avait été un homme, elle aurait gagné d'emblée. Vous savez, un grand pays comme les États-Unis, il y a certains tabous qui existent. Pour eux, il y a des gens qui pensent qu'une femme ne devrait pas du tout diriger un pays comme les États-Unis. Ça, c'est sûr. Hein? Mais compte tenu de l'attitude de Trump, ça va amener les électeurs à voter pour Clinton. Élections aux États-Unis, vous êtes pro-Trump ou pro-Hillary Clinton? Je suis pour Hillary Clinton. Bien, parce qu'il faut bien qu'il y ait un changement. Et je pense que la femme est mieux placée pour ce changement. Parce que la femme est une mère, elle sait comment elle peut gérer la nation. Et le plus souvent, ce sont les hommes qui ont toujours géré les nations, ils sont toujours à la tête. Et il faut que ça change un peu aussi. Les États-Unis, c'est un gros pays. Vous pensez qu'une femme pourra gérer autant de problèmes, les problèmes du monde entier? On ne sait jamais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des femmes aussi, je crois, quelque part, dans un pays où une femme est en tête d'une nation. Hein, je crois bien, je crois. C'est possible, il faut essayer. Il ne faut pas sous-estimer la femme. Encore moins Hillary Clinton. Élections aux États-Unis, vous êtes plutôt pro-Trump ou pro-Hillary Clinton? Hillary Clinton, parce que c'est un homme de bien, qui peut garder bien les États-Unis derrière tout le monde entier. Les élections aux États-Unis, Donald Trump en face de Hillary Clinton, vous penchez pour qui, vous? Bon, Hillary Clinton plutôt, hein, parce que je vois qu'elle est vraiment bonne. Oui, oui.
ça me souhaite quoi. Ouais, bon, c'est très bon, c'est normal. Parce que quand on voit Donald Trump et puis Hillary Clinton, bon, plus fort raison, bon, j'aime Hillary Clinton, elle est bonne. Parce que par maïs, même quand je la regarde, bon, plupart, bon, ça m'attire de parler et puis s'exprimer, bon, c'est tellement bon quoi. Ouais, elle est efficace, très. Pas de quoi. Alors, messieurs, vous avez écouté ce micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Libreville. Les avis sont diversifiés. D'aucuns sont pour Hillary, d'autres sont pour Donald Trump. Alors, peut-être rebondir sur ces différentes interventions? Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aux États-Unis, l'élection présidentielle américaine est une élection dite au suffrage universel indirect, qui se base sur un bipartite, donc deux partis politiques, à savoir le Parti démocrate et le Parti républicain. Cela voudrait donc dire que si vous êtes républicain, vous allez naturellement vous dire être favorable à ce que Trump devienne président des États-Unis, et si naturellement vous êtes démocrate, c'est Hillary Clinton. Il faut donc simplement dire que le choix d'un président aux États-Unis est fait sur la base du programme, d'accord, la base du programme que le candidat présente aux électeurs. Et dans ce programme, on parle notamment de l'économie des États-Unis, on parle des problèmes sociaux des États-Unis, et par rapport à où se positionne un candidat, eh bien, les électeurs voteront en faveur de ce que leurs aspirations devront être satisfaites une fois que l'un des candidats est élu. Bon, Hillary Clinton est une femme d'expérience. Elle est mieux qualifiée que Trump pour accéder à la présidence américaine, pour avoir été sénatrice de l'État de New York, pour avoir été première dame, la première dame des États-Unis sous Clinton, pour avoir été plus récemment secrétaire d'État américain. Sur le plan administratif, elle est donc dotée d'une certaine connaissance. Ce qui n'a rien à voir avec Donald Trump. Mais si vous êtes homme d'affaires, vous allez souhaiter que Donald Trump soit élu, puisque, bon, parmi les deux, c'est lui qui a plus ou moins une connaissance assez solide dans la gestion des affaires. Alors, Monsieur Ofanjali Obiri, une femme à la tête des États-Unis, ça serait quand même une nouvelle donne. Oui, c'est vrai que les États-Unis aiment se décrire comme le pays d'exception. Et une femme, oui, mais comme je disais tout à l'heure, je me suis présenté comme spécialiste des idéologies de gauche et des mouvements de gauche. C'est une femme de gauche qui va poursuivre une politique de gauche. C'est votre candidate. C'est ma candidate, oui. Donc, une politique pacifique qui va nous permettre d'oublier les années de guerre de Bush. Alors, pour compléter ce que le docteur Blanchard-Onanga disait tout à l'heure, je pense que cette élection nous a fait aussi voir le dépassement des clivages politiques. C'est vrai que nous avons une droite, le Parti républicain, qui sont traditionnellement conservateurs. Les républicains sont conservateurs, ils sont attachés à la tradition. C'est pour cela qu'ils contestent le fait qu'Obama veut toucher au deuxième amendement qui donne à chaque Américain le droit de porter une arme. Alors, je parlais tout à l'heure de Donald Trump comme un populiste. C'est des populistes, on les connaît. En Europe, vous avez Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. En France, ce sont des gens qui ont souvent un discours au relent xénophobe. Et donc, c'est aussi c'est un candidat qui attire les couches populaires. Les couches populaires, celles qui sont aussi xénophobes, qui voient à l'étranger un ennemi, celui qui vient piquer leur petit boulot. Et vous avez de l'autre côté les démocrates, donc les gens de gauche, la gauche américaine, vous avez les démocrates aux États-Unis, les partis socialistes en français, les communistes, les trotskistes, les Labour Party, en Angleterre, qui défendent
des causes progressistes qui s'inscrivent dans le progressisme, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la défense des minorités, comme les homosexuels. Et donc, pour moi, ce n'est pas seulement la femme qui va être élue, mais c'est aussi un candidat qui va pouvoir, qui va permettre au monde de vivre en paix, de rompre avec les guerres de la droite américaine. Vous êtes du même avis, M. Ibinda? Non, je suis pas du même avis que lui, parce que d'abord, Mme Clinton est une femme. Ah, vous êtes contre les femmes? Non, je ne suis pas contre les femmes, mais du point de vue de l'histoire, Obama aujourd'hui mène campagne en faveur de Clinton. Et je disais tout à l'heure que les deux candidats sont atypiques. Pourquoi? Parce que pendant les primaires, vous avez vu ce qui a dû se passer. Il y a eu des coalitions qui se sont faites et défaites. Et jusqu'à ce que la proclamation des candidats arrive, personne ne savait qui devait l'emporter du point de vue des primaires. Donc c'était une surprise, première chose. Deuxième chose, Barack Obama qui est en train de sortir n'a pas laissé que de la gaieté. Il y a aujourd'hui la pauvreté, n'est-ce pas, qui a touché toutes les couches populaires en ce moment. Il y a des guerres, contrairement à ce qu'il a entendu dire, toutes les guerres qui aujourd'hui sont perpétrées en Irak, en Syrie, ce sont des guerres qui ne font que des malheurs. Ce sont des guerres qui sont à l'origine de fortes migrations, n'est-ce pas, qui vont envahir, permettez-moi le mot, les Américains, les Occidentaux, et qui ne sont pas vus avec un bon œil. Vous savez également que Barack Obama quitte le pouvoir avec une petite embellie, certes, mais le climat en ce moment électoral est très délétère. Alors, chers invités, et donc, ça veut dire que... on pourra revenir sur vous tout à l'heure. Le temps de prendre justement notre correspondant au niveau des États-Unis, Achille Ngoma, qui lui est à Bismarck, dans l'État du Nord Dakota. Alors, Achille Ngoma, bonsoir. Achille Ngoma, notre correspondant à Bismarck, dans l'État du Nord Dakota. S'il nous écoute, alors c'est déjà savoir comment se passe l'élection, si déjà les votes ont été opérationnels, si les bureaux ont été ouverts. Alors on voudrait savoir l'ambiance qui règne actuellement au niveau du Bismarck, l'État du Nord Dakota. Alors, nous reviendrons peut-être avec lui tout à l'heure. Apparemment, la liaison n'est pas encore tout à fait bien établie. On reviendra avec notre correspondant, Achille Ngoma, correspondant de Canal 7 aux États-Unis. Alors, messieurs, c'est vrai que c'est vous qui avez la parole. Oui, bon, voilà. Comme je le disais, Barack Obama ne laisse que de... C'est vrai qu'il y a des plaies. Il y a des plaies du point de vue de la politique étrangère. Tout ce qui se passe en ce moment en Syrie, tout ce qui se passe en ce moment en Irak, n'est pas fait pour que les Américains demain continuent à pleurer. Si vous voyez bien ce qui se passe du point de vue de la Syrie, en termes de coalition, vous voyez que la guerre en ce moment en Syrie est menée par la coalition. Vous voyez, et que s'il ne s'agissait que de l'armée syrienne elle-même, je suis sûr que cette guerre ne connaîtrait pas une fin. Mais tel que vous le voyez, notamment à Mossoul, en ce moment, les combats sont presque précipités. Pourquoi? Parce que ces combats vont à l'allure de l'élection actuellement. Juste pour dire que si Bill Clinton passe, il y a de fortes chances que cette guerre se poursuive, parce que les Américains, c'est d'abord de la géopolitique, c'est d'abord des enjeux à défendre du point de vue des acteurs. Alors, docteur Ofanjali, vous qui êtes spécialiste des mouvements et idéologies politiques de gauche, c'est revenir un peu sur le processus électoral. Apparemment, c'est un processus assez particulier aux États-Unis. Revenir dessus et puis pour être plus explicite. Oui, c'est un long processus qui commence, pour faire vite, déjà par les primaires. Donc, une étape qui consiste dans les deux camps,
Le docteur Onanga disait tout à l'heure que nous avons aux États-Unis un système bipartite, c'est-à-dire qu'il y a deux grands partis, contrairement au système français, qui voit émerger souvent une pléiade des candidats à l'élection présidentielle. On en verra prochainement. Aux États-Unis, nous avons généralement deux candidats qui représentent chacun son parti. Et je disais tout à l'heure que chaque parti, c'est aussi représente une idéologie politique. Vous avez les républicains qui sont conservateurs, les démocrates, que j'aime qualifier de progressistes. Et donc, vous avez les primaires qui conduisent à la désignation du candidat du parti à son colistier. Et ensuite, vous avez la campagne elle-même, en fait. Et je pense que mon frère Blanchard Onanga est mieux placé pour vous expliquer davantage les mécanismes du système électoral américain. Merci, Dr. Ofandali. Par rapport au processus électoral en lui-même, c'est-à-dire la question que l'on pourrait se poser, c'est celle de savoir qui finalement aux États-Unis vote le président justement américain. Il y a donc ce qu'on appelle les grands électeurs, d'accord? Et aux États-Unis, les grands électeurs sont au nombre de 535, repartis selon la manière suivante. Il y a 435 députés, que l'on appelle là-bas représentants, et 100 sénateurs, à raison de 2 sénateurs par État. D'accord ? Si on prend, si vous voulez, l'État de la Californie, qui regorge de 55 grands électeurs, repartis de la manière suivante, 2 sénateurs et donc 53 représentants. Donc c'est ceux-là qui votent le président américain. Dans l'État de l'Iowa, ils sont au nombre de 7, en raison de 5 représentants et 2 sénateurs. Dans l'État, par exemple, de New York, ils sont à 31. Dans l'État de l'Ohio, ils sont à 20. Et dans l'État, par exemple, de la Floride, ils sont à 27. Donc en fait, pour être élu président américain, si on est du côté républicain, donc Donald Trump, pour parler de lui, pour qu'il soit élu président des États-Unis, il y a un certain nombre d'États qu'il devra nécessairement, sinon obligatoirement, remporter. Et parmi ces États, vous avez l'État de Floride et vous avez l'État de l'Ohio. On pourra revenir tout de suite. Il y a le correspondant qui est au bout du fil. Alors, Achille Ngoma, vous qui êtes le correspondant de Canal 7 actuellement, vous êtes à Bismarck, dans l'État du Nord Dakota. C'est nous dire un peu l'ambiance qui prévaut actuellement au niveau de cette ville dans laquelle vous vous trouvez. Bonsoir d'abord. Bonsoir Patricia, bonsoir à toute l'équipe. Écoutez, la ville de Bismarck dans l'État du Nord Dakota est une ville pas assez peuplée. L'ambiance qui règne ici, c'est que il n'y a pas de longue file d'attente pour accéder au bureau de vote. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est le siège du gouvernement de l'État du Nord Dakota, donc qui centralise d'ailleurs tous les résultats du Nord Dakota. Vous constaterez que les gens viennent un à un après avoir passé 8 heures de temps au travail, puisque la plupart, les gens travaillent de 8 heures à 16h30. Et donc, c'est dans l'après-midi que les bureaux de vote essaient de se remuer dans l'État du Nord Dakota, contrairement à des villes comme Chicago, New York, Washington, où la densité est assez élevée. Et donc, chacun peut aller dans un bureau de vote à son heure, puisque les bureaux ouvrent très tôt, à 6 heures sur la côte Est. Alors, Achille Ngoma, c'est nous dire un peu le nombre d'électeurs qu'il y a au total pour cette élection. Patricia Mouelet, il faut vous dire que le nombre d'électeurs est très difficile à évaluer. Seulement, les grands électeurs, ils sont au nombre de 538, ceux qui, au final, décideront si M. Donald Trump ou Mme Hillary Clinton sera donc le futur président des États-Unis. Alors, ces électeurs, ils sont 538 au total. Mais quant au corps électoral des États-Unis,
En 2012, il y avait 131 millions d'électeurs. Alors, il y a eu beaucoup de nouveaux électeurs cette année, surtout dans la communauté latino-américaine, asiatique et noire américaine. Beaucoup de gens se sont fait enrôler cette année pour voter. Nous devons attendre jusqu'à la fin de cette élection. Après l'analyse de toutes les données, nous saurons désormais à combien à peu près on peut estimer ce corps électoral. Alors Achille, peut-être une dernière question avant de revenir tout au long de cette émission avec vous. Vous restez en contact avec nous. C'est peut-être revenir un peu sur la campagne électorale qui s'est déroulée sur le terrain. Comment peut-on la qualifier aujourd'hui? Oui, vous savez, c'était une campagne déplorable, permettez-moi ce terme. Les Américains n'ont pas assez écouté les candidats parler des problèmes qui sont les leurs au quotidien, mais les candidats se sont, un peu comme il est d'habitude en Occident, se sont mis à rechercher dans les poubelles des uns et des autres pour retrouver ce qui peut disqualifier les uns et les autres devant les électeurs. Et cela a permis à M. Donald Trump, qui connaît très bien ce jeu d'ailleurs, de se positionner et de balayer 16 candidats républicains dans la primaire et aujourd'hui d'affronter donc Hillary Clinton. Je vous en prie, il y a beaucoup de vent ici dans l'État du Nord Dakota. Oui. Achille Ngoma. Ma caméra est en train de plonger. En effet, nouveau suivant. Voilà, on reviendra peut-être tout au long de cette émission avec notre correspondant au niveau de la ville de Bismarck, dans l'État du Nord Dakota. Alors, messieurs, vous avez entendu le correspondant de Canal 7 aux États-Unis évoquer justement ces situations. Monsieur Onanga? Oui, certainement apporter une précision par rapport au nombre des grands électeurs. Les grands électeurs. Ils sont effectivement au nombre de 535. C'est quand même 50 États, plus de 50 États. Voilà, 535, en raison de 435 députés, on va dire ça comme ça, donc, qui sont appelés aux États-Unis des représentants, et 100 sénateurs. D'accord. Donc j'étais en train de dire, avant que n'intervienne le correspondant, pour dire que pour ce qui est de Donald Trump, pour que Donald Trump devienne président des États-Unis, il y a donc un certain nombre d'États qu'il va falloir nécessairement remporter. Et j'étais en train de parler de l'État de Floride. Vous savez, comme venait de dire notre intervenant, la campagne s'est caractérisée par des attaques assez personnelles, très intimes. Et là, on a parlé de l'islamophobie, du sexisme, et Donald Trump qui a été vraiment, je veux dire, assez acerbe, assez virulent contre les immigrants latinos. Et donc, vous savez qu'au niveau de la Floride, l'électorat hispanique latino représente à lui seul plus de 20%, d'accord, dans cet État-là. Et il vous souviendra qu'en 2000, le président Bush a remporté cette élection-là face au candidat démocrate Al Gore. Il vous souviendra que l'histoire a été envoyée au niveau de la Cour suprême, et c'est la Cour suprême qui a tranché pour que, en fin de compte, Bush remporte les élections. En 2008 et en 2012, le candidat Barack Obama a remporté cet État-là. D'accord? Donc l'histoire nous apprend, nous enseigne qu'on ne peut pas devenir président des États-Unis sans pour autant remporter cet État-là. Et c'est pourquoi je dis Donald Trump devra faire un effort assez considérable pour pouvoir le remporter. Et d'ailleurs, lors de la campagne présidentielle et des derniers meetings qu'ils ont eu à organiser, que cela soit Hillary Clinton ou Donald Trump, tous se sont retrouvés, d'accord, dans cet État-là pour battre campagne. Alors, qu'en est-il de l'État d'Ohio, où justement Barack Obama avait remporté l'élection également à ce niveau? À ce niveau, il faut simplement dire qu'aucun président américain d'obédience républicaine n'a été élu sans pour autant avoir remporté également cet État-là. En revanche, il n'en est pas de même pour les démocrates, puisque vous venez de dire Barack Obama a perdu cet État en 2008, mais pour autant, il a été élu président des États-Unis. Donc la pression est plus forte sur un président républicain de remporter ces États-là qu'un président démocrate.
Maintenant, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle des swing states, donc en fait des États changeants, d'accord? Et ce sont ces États-là qui peuvent basculer l'élection d'une direction comme d'une autre. Et parmi ces États, une fois de plus, nous avons la Floride, nous avons l'Ohio, nous avons la Floride, nous avons la Pennsylvanie, nous avons l'État de l'Iowa et nous avons Maine. Pas la Caroline du Nord dans tout ça? Non, pas la Caroline du Nord. Ces 6 États-là, il faut nécessairement les remporter pour pouvoir accéder à la magistrature suprême américaine. Oui, monsieur Boumba-Bita. Moi, je reviens pour dire ceci. Barack Obama, si vous le savez bien, avait remporté cette élection simplement parce que les Noirs américains avaient beaucoup voté pour lui. Or, cette fois-ci, Clinton n'est pas très adulé par les Noirs américains. Et ce qui fait que, du point de vue même de la popularité, cette dame traîne quand même des souvenirs amers du point de vue des Noirs. Au moment où la campagne se déroulait, vous vous souvenez de tout ce qu'il y a eu comme crime, de policiers qui ont tiré sur des Africains, enfin des Noirs américains. Et ce sont des crimes qui ont été qualifiés des crimes crapuleux du point de vue de l'opinion. Et naturellement, faisant partie de la gauche, Clinton a de moins en moins de chances de l'emporter. Bon, heureusement pour les États-Unis, du point de vue de la politique étrangère, les Américains ne votent pas ça, parce que pour les Américains, ce qui compte chez eux, c'est leur Amérique, leur pays. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'influence extérieure, mais il y a que du point de vue de l'idéologie, il y en a qui pensent que on ne peut pas continuer avec un pouvoir qui continue de faire la guerre outre-mer. Et ça, c'est apprécié par tous ceux qui sont aujourd'hui américains, tous ceux qui sont républicains, pensent qu'il est question de penser aujourd'hui aux États-Unis d'abord, plutôt que de penser à l'extérieur de notre pays. Alors, selon les premiers sondages, nous avons là Hillary Clinton qui est à 77% en tête face à Donald Trump, lui qui est à 23%. C'est déjà dire à nos téléspectateurs, voilà, d'après vous, qui sera aujourd'hui le 45e président américain envoyé US1 pour Hillary Clinton ou US2 pour Donald Trump, ou au 8877 pour le Gabon, ou encore au 00241 04 91 97 97 pour le reste de l'Afrique. Voilà là les premiers résultats, si on peut l'appeler ainsi. Hillary Clinton est donc en tête avec 77% et Donald Trump est quant à lui à 23%. Alors si vous pouvez poursuivre. Oui, donc comme je le disais, c'est vrai que ce sont des sondages. Vous vous souvenez qu'en 2008, il y a eu effectivement des sondages, mais des sondages qui ont failli basculer. N'eût été la présence massive des Noirs américains qui avaient voté pour Barack Obama. Bon, maintenant, et puis vous savez, les États-Unis, c'est très compliqué. Le vote qui se déroule en ce moment, c'est un vote qui n'a pas d'issue glorieuse, comme ils le disent eux-mêmes, parce que Donald Trump a remué les poubelles. Il a derrière lui la jeunesse américaine. Il y a avec lui tous les chômeurs américains. Et il a avec lui tous les hommes riches. Toute la richesse américaine lui appartient. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on revient sur l'histoire des États-Unis, que Barack Obama traîne avec lui pendant les 2 mandats, nous nous rendons quand même compte que c'est vrai que cette dame qui arrive pour la première fois, c'est vraiment c'est une œuvre à saluer, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de choses sont attendues parce que l'élection d'aujourd'hui devra se poursuivre le 12 décembre, je crois, et il faut certainement attendre encore le 12 décembre et avant le 20 janvier 2017 où le candidat sera investi.
Alors, nous avons également un citoyen américain, Mahamat, qui vient de voter. Il est à Tampa, dans l'État de Floride. Alors, Mahamat, bonsoir. C'est vrai que là-bas, vous êtes en pleine journée. L'heure n'est l'heure n'est pas la même. Alors, c'est nous dire un peu ce qui se passe dans la localité de Tampa, dans l'État de Floride. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ambiance est la même qu'au niveau de Bismarck? Comme l'a dit notre correspondant Achille Ngoma tout à l'heure, dans l'État du Dakota, est-ce que l'ambiance est la même? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation au niveau de la ville de Tampa, dans l'État de Floride? Bonsoir, Mahamat. Bonsoir. Oui, évidemment, ici, depuis ce matin, les gens vont voter, continuent toujours à voter. C'est toujours la même ambiance de ce matin. Moi, personnellement, je suis allé voter ce matin. Tout se passe dans le calme. Tout se passe dans le calme. Alors, selon vous, puisque vous avez déjà accompli votre devoir civique, qui peut, selon vous, être candidat aujourd'hui, qui peut être aujourd'hui président des États-Unis? Eh ben, comme on le constate, il y a une certaine avance de Hillary Clinton sur son rival Donald Trump. Donc, selon ce que l'on voit dans les tendances, ben, je pense que Madame Hillary Clinton se verrait ici être élue haut la main à la présidence de la République des États-Unis. Alors, c'est peut-être nous révéler un peu le comportement des minorités, notamment les latinos ou encore les noirs au niveau des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces minorités? Ici, on voit une grande majorité des minorités hispaniques et puis noirs aller voter massivement pour la candidate Hillary Clinton. Ils espèrent voir un grand changement ici, bloquer Donald Trump qui peut d'un moment à l'autre renverser la tendance. Et donc, c'est dire qu'ils ne veulent pas que ce candidat puisse gagner cette élection, et que ce serait un danger pour tout un chacun. Et donc, ils misent sur la candidate Hillary Clinton et espèrent la voir gagner cette élection. Alors, Mahamat, avant de nous séparer, c'est nous dire un peu, pendant la campagne, les meetings, est-ce que le continent africain était quand même au centre des préoccupations des deux candidats, le continent africain? Pas du tout. Ici, ils sont en train de parler, ou ils ont parlé des questions qui concernent les Américains. C'est-à-dire que ce qui concerne l'international, ce n'est pas au quotidien. C'est donc d'abord le problème américain qu'il faut résoudre. Ici, il y a des discriminations raciales, il y a des problèmes de salaire. Tout est sur la balance. Et donc, c'est dire qu'il faut d'abord régler le problème américain avant que de voir les choses sur le plan international. Justement, il faut régler d'abord les problèmes internes aux États-Unis. Est-ce que le volet économique également a été abordé par les deux candidats? Justement, mais c'est surtout le problème en ce qui concerne les salaires. Et si les gens vivent, surtout la minorité, vivent dans la précarité, c'est-à-dire que c'est la question la plus fondamentale, la question économique. C'est-à-dire que comment il faut résoudre le problème des salaires, comment est-ce qu'il faut en fait mettre les Américains à l'aise. C'est ce qui concerne en fait les deux candidats. Tout le monde ici mise sur Hillary Clinton veut en sorte qu'elle puisse prendre les choses en main au lieu que son candidat, au lieu que de voir son challenger ici prendre les choses en main. Alors, Mahamat, là, c'est vraiment une dernière question. C'est vrai que toutes ces précisions permettent justement d'édifier les populations africaines et gabonaises également. C'est nous dire un peu, aujourd'hui, Barack Obama vient d'achever son mandat, quand même 8 ans à la tête des États-Unis, un noir également. Alors, quel bilan aujourd'hui laisse Barack Obama pour ce grand pays qui est la première puissance mondiale? Le bilan est plutôt positif.
vu un peu ce qui s'est passé bien avant les 8 ans de sa présidence, c'est dit que le pays était dans le chaos et il y avait des guerres sur le plan international. Vous voyez ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Il a arrêté, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que la guerre se termine dans les deux pays et essayer de revoir ici les questions internes en ce qui concerne les Américains, les questions sociales, économiques et autres. C'est-à-dire qu'il a achevé quelque chose de pas mal, c'est-à-dire qu'il aimerait ici remettre ici le flambeau à son successeur, qui est évidemment Hillary Clinton, pour continuer le travail. Merci infiniment, Mahamat Moussa, vous qui êtes citoyen américain et vous êtes localisé dans la ville de Tampa, dans l'État de Floride. Merci encore pour toutes ces informations et sans nul doute, on pourra vous retrouver tout au long de cette émission. Merci. Alors, chers invités, alors, vous avez écouté l'intervention justement de Mahamat. Alors, Monsieur Ofanjali. Sur les propos, les discours de mon compatriote tout à l'heure, qui parlait du vote des minorités noires, qui parlait peut-être de la faible mobilisation de l'électorat noir, et qui avait Barack Obama, qui s'était mobilisé massivement en faveur de Barack Obama, en raison sans doute de l'identification avec Barack Obama qui est noir. Mais je veux aussi vous rappeler que ce n'était pas facile. Les Africains-Américains ne considéraient au départ Barack Obama comme le leur, parce que Barack Obama n'est pas, au sens strict du terme, africain-américain, c'est-à-dire descendant d'esclaves. Voilà, et c'est ce qui a souvent créé une certaine ambiguïté de sa politique, raciale aussi. Et je veux donc revenir pour recadrer ou débattre indirectement avec mon compatriote pour dire que traditionnellement, les minorités votent à gauche, quel que soit le pays. On s'identifie automatiquement ou instinctivement avec la gauche. Si vous êtes en France, vous allez vous identifier avec la gauche. La gauche française, c'est vrai qu'elle est un peu composite entre l'extrême gauche et le Parti communiste. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez vous identifier avec le Parti démocrate. Et les Noirs ont toujours considéré Clinton comme le premier président noir. Et donc, c'est pour dire que quelle que soit la faible mobilisation des Noirs américains, les Latinos et les Noirs américains voteront massivement pour Clinton, en raison de son discours progressiste. Je vous parlais tout à l'heure de relance xénophobe, démagogique de Donald Trump. C'est quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Et donc, je suis confiant, et pour vous dire, au propos des guerres de Barack Obama, je ne me souviens pas que Barack Obama a déclenché une guerre comme George Bush. Les guerres de la gauche, ce sont les guerres qu'on qualifie actuellement des guerres justes. Alors, justement, puisque nous parlons... Une guerre, c'est une guerre. Comment peut-on qualifier une guerre de juste? Lorsqu'on combat, par exemple, des islamistes, vous appelez ça une guerre juste? Une guerre juste, vous savez, une guerre doit d'abord avoir une légitimité morale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut des arguments moraux qui vous amènent à déclarer une guerre. Là, vous parlez du point de vue géostratégique. Vous savez très bien que les Américains n'ont jamais laissé les enjeux pourrir, comme on dit. Les Américains défendent une cause au-delà des frontières. En fonction du camp. Il n'y a pas... En fonction du camp. Oui, mais le camp actuel, quel est le camp? Comment justifiez-vous la guerre de l'invasion de l'Irak par George Bush? Voilà. Vous dites bien l'invasion de l'Irak. Oui. Comment vous l'expliquez, cette guerre-là? Je vous pose la question. Non, mais moi... Ça, c'est la guerre de la droite. Moi, c'est dans les enjeux. Alors, on va revenir peut-être sur le bilan de Barack Obama. Du point de vue géostratégique, c'est tout. On va revenir un peu sur le bilan de Barack Obama. 8 ans à la tête des États-Unis, peut-être dans le cadre de la politique intérieure, internationale. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Quel est le bilan qu'on peut établir par rapport à ce bilan? Très bien. Non, mais c'est à vous de dire. Pour comprendre chacun un tour de rôle, monsieur. Pour comprendre le bilan de Barack Obama, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé avant que Barack Obama n'accède au pouvoir. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Les États-Unis a une population aujourd'hui de 3 millions
325 millions d'habitants, à peu près. Et sur les 325 millions d'habitants, présentement, ceux qui sont en train de voter aux États-Unis sont au nombre de 2 millions 260 par là, millions. Parce que, voilà, 260 millions. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le vote par anticipation qui a commencé depuis plus d'une semaine. Et là-dedans, il y a plus de 40 millions d'électeurs américains qui sont déjà allés au vote. Et bien sûr, les sondages montrent une fois de plus Madame Hillary Clinton partante favorite. Du point de vue des guerres. Comment? Du point de vue des guerres. Non, par rapport à ceux qui ont déjà voté, je parlais ceux du qui ont voté par anticipation. Voilà. Maintenant, pour revenir au bilan de Barack Obama, il faut savoir qu'avant son élection en 2008, les États-Unis ont connu une crise à nul autre pareil. Ils ont d'ailleurs comparé cette crise à celle de la Grande Dépression des années 1920. D'accord. Le taux de chômage était à plus de 10% aux États-Unis. Il y avait une crise économique au niveau du secteur bancaire, au niveau du secteur automobile, au niveau de l'immobilier. Au niveau, sur le plan éducation, sur le plan de la santé, il y avait vraiment une crise assez spéciale, si bien que les entreprises licenciaient, mais franchement, d'une manière assez extraordinaire. D'accord, les universités licenciaient, les entreprises fermaient, il y avait une relocalisation des entreprises hors des États-Unis. Lorsque Barack Obama accède au pouvoir, la première des choses qu'il fait, c'est de relancer un plan économique. Et on fait voter par le Congrès la bagatelle somme de 825 milliards. Pour relancer quel secteur ? Pour relancer l'économie américaine. 825 milliards. Sur les 825 milliards, 77 milliards sont alloués à l'éducation. Et le reste dans tous les secteurs auxquels je venais de faire allusion. Aujourd'hui, le secteur économique est relancé. Une légère embellie. Une légère embellie, puisqu'aujourd'hui... Donc c'est un bilan mitigé alors. Non, légère embellie parce que... Le bilan est positif. C'est lui qui a la parole. Laissons-le terminer, monsieur Aujourd'hui, le taux de chômage est à 4,9%. Je disais, lorsque Barack Obama arrive, il était à 10%. Aujourd'hui, il est réduit à 4,9%. D'accord ? L'automobile, le secteur automobile a repris et fonctionne normalement. L'immobilier, la même chose. La finance également. Lorsque Barack Obama arrive sur le plan éducation, il y avait des disparités entre les universités, notamment celles qui étaient fréquentées par les Africains-Américains, ce qu'on appelle là-bas aux États-Unis les community colleges. Donc en fait, ce sont des universités qui vous donnent un diplôme à l'issue de la deuxième année. Barack Obama a fait en sorte que la bourse des étudiants qui fréquentent ces universités passe de 4 000 $, d'accord, à 5 000 $. Ça, c'est sur le plan éducation. Il va un peu plus loin pour dire à ceux-là qui fréquentent l'université de manière, l'université classique, c'est-à-dire ceux-là qui ont un parcours de la première année jusqu'au doctorat, pour leur dire, comme les universités américaines sont des universités privées et pour y accéder, il faut payer d'accord, la scolarité, on vous donnera de l'argent, mais au bout de 30 ans, à la fin de votre cursus scolaire, si vous êtes incapable de rembourser cet argent, on épongera la dette. En contrepartie, vous aurez à faire du bénévolat ici et là. Ça, c'est très intéressant. C'est un côté positif de sa politique, notamment sur le plan éducationnel. Tout à fait. Et sur le plan de la santé, il y a l'Obamacare, donc le plan de l'assurance maladie, qui fait qu'aujourd'hui, tout Américain qui paye l'impôt est supposé s'octroyer cette assurance maladie. L'un des éléments les plus intéressants, c'est que désormais, d'accord, le gouvernement américain exige à ce que les compagnies d'assurance puissent, si vous voulez, étendre, reprendre cette couverture maladie aux enfants des ayants droit
qui sont âgés de moins de 26 ans, chose qui n'existait pas avant l'Obamacare. Donc c'est autant de points positifs que qui marquent son bilan. Bien sûr, mais non, je vais terminer en disant que si vous êtes démocrate, bien sûr, vous allez dire que le bilan est positif. Naturellement. À l'opposé, si vous êtes républicain, vous direz que bon, c'est pas un bilan positif, mais franchement, Obama lui-même reconnaît que le bilan est positif. C'est la raison pour laquelle il a été réélu, parce qu'il faudrait le dire ici. 4 ans supplémentaires. Voilà, il faudrait dire qu'il y a des présidents qui n'ont eu à faire qu'un seul mandat. Si je pense à un républicain, je vois George Bush père. Si je pense à un démocrate, je vois Jimmy Carter. Oui, Jimmy Carter. Donc c'est parce qu'il a fait du bon travail qu'il aura été réélu. Alors peut-être sur le plan de la politique internationale, étrangère, quel peut être son bilan, à votre avis? Positif, moi, je voudrais d'abord prendre le cas africain. L'Afrique, vous savez, les États-Unis n'aiment pas l'Afrique. Voilà. Si ce n'est que du point de vue géostratégique, les Américains ont pointé les armes en Afrique. C'est votre avis? Eh bien oui. Bon, par exemple, lorsque vous considérez la zone, considérée comme la zone la plus riche, le golfe de Guinée, allez dans les différents pays africains, vous partirez de Dakar jusqu'en Afrique du Sud, vous comprendrez que les Américains n'aiment pas l'Afrique. Les Américains défendent l'Afrique parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des enjeux. Ce sont des acteurs. Mais en dehors de cela, vous l'avez si bien tout à l'heure, les Américains n'aiment que l'Amérique. Vous allez faire les décomptes, vous comprendrez qu'il y a beaucoup plus d'industries qui s'intéressent, industrie de guerre, passez-moi le terme, qui s'intéresse à l'Afrique, plutôt que l'industrie de progrès. Vous avez parlé du progressisme, peut-être me dire un peu où est-ce qu'on trouve une école ou bien une université américaine qui répond aux normes progressistes en Afrique. Je n'en vois pas. Lorsqu'on fait une comparaison avec ce qu'on appelle le Gondwana, vous voyez, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique, vous avez l'Asie. Apparemment, c'est un État fictif, mais un État qui semble marcher du point de vue psychologique et du point de vue de la démagogie africaine. Parce que, si vous faites les décomptes, vous comprendrez que les Brésiliens aiment plus l'Afrique que le Nord-Américain. On est d'accord. Vous comprendrez également que du point de vue de l'investissement, beaucoup d'Africains se tournent du côté du Brésil plutôt que plus loin. Bien. Les Africains également sont aujourd'hui convoités, ou l'Afrique est convoitée aujourd'hui par l'Asie. Pourquoi? Mais parce que du point de vue économique, du point de vue même stratégique, l'Africain gagnerait beaucoup en faisant des affaires avec l'Asie, avec la Chine, avec le Japon, mitigé, avec la Corée, mais beaucoup moins avec les États-Unis d'Amérique, par exemple. Pourquoi? Mais parce que, justement, le donnant-donnant politique n'obéit pas à la politique américaine du point de vue de l'Afrique. Et donc, je comprends pourquoi, lorsqu'on parle d'élections aujourd'hui aux États-Unis, bon, c'est vrai qu'ici, ce qu'on a fait, le micro-trottoir, là, c'est un micro-trottoir qui a été fait à Libreville. Si ce micro-trottoir avait été fait à Moulengi-Binza, vous direz que bon, l'Amérique, on ne sait même pas là où ça se trouve. Et si vous demandez aux Gabonais quel est le produit américain qui retient le mieux, il vous dira c'est le gin. Vous voyez? Si vous demandez à un Gabonais quel est le produit américain qu'il peut aujourd'hui maîtriser, il vous dira tout sauf les produits américains. Moi, je mange français. Vous voyez bien que, du point de vue de l'intérêt, l'Africain que je suis m'intéresserait moins à une élection qui se passe aux États-Unis. À plus forte raison, ça oppose deux partis, les républicains et les démocrates. Alors que, comme vous l'avez, c'est vrai que vous l'avez oublié tout à l'heure, il n'y a pas que les démocrates et les républicains. Vous avez des indépendants, vous avez des constitutionnalistes, vous avez même des partis de verts. Alors, on vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de joindre Achille Ngoma. Achille, bonsoir. Vous êtes avec nous de nouveau? Alors, oui, bonsoir Patricia. Alors, nous voudrons revenir un peu sur le bilan de Barack Obama pendant les 8 ans qu'il a passé à la tête des États-Unis. C'est revenir sur la politique intérieure, la politique internationale. Aujourd'hui, que peut-on dire de ces deux volets notamment?
Patricia, disons que le bilan de Barack Obama sera jugé positif selon qu'on est démocrate, sera jugé exécrable, négatif selon qu'on est républicain. Mais si l'on fait parler le bon sens, je crois que Barack Obama a eu un bilan très positif, très au-delà du bilan de George W. Bush. Vous vous rappelez que George W. Bush, à la même date d'aujourd'hui, avait 28% seulement de taux d'approbation, alors que Barack Obama aujourd'hui fait 56%, c'est-à-dire le double de ce que fait son prédécesseur, George W. Bush, à la date d'aujourd'hui. Alors, Barack Obama a ramené le taux de chômage à 4,9%, presque un peu plus au-delà un peu plus du double de ce que cela était lorsqu'il a pris les rênes de l'Amérique en 2008. Barack Obama a aussi arrêté l'hémorragie dans l'armée américaine qui devait toujours aller intervenir dans toutes les guerres autour du monde. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a près de 2030 soldats américains qui sont morts sous le commandement de Barack Obama. Et si vous comptez ce nombre au-delà pendant le mandat de George W. Bush, vous verrez qu'il était très astronomique. Barack Obama, c'est aussi la création de plus de 10 millions d'emplois pendant 8 ans, sans l'aide des républicains au Congrès. Il faut retenir que pendant 8 ans de Barack Obama, les républicains au Congrès ont fait de l'obstruction un système de jeu très, très dangereux pour l'Amérique. C'est pourquoi vous vous rappellerez, si vous avez une bonne mémoire, que le leader du Sénat, M. Mitch McConnell, dès l'élection de Barack Obama, il avait dit « Je ferai tout pour faire de M. Obama un président à un mandat ». Donc, le Sénat américain, le Congrès, disons la Chambre de représentants américains, n'ont pas du tout aidé Barack Obama à créer les emplois. Et sans leur aide, il a créé 10 millions d'emplois, alors que lorsqu'il a pris le pouvoir, l'Amérique perdait presque 8 millions d'emplois par année. Une autre chose à mettre au compte de Barack Obama, 20 millions d'Américains ont maintenant l'assurance santé grâce au plan de santé qu'on appelle Obamacare. Et vous vous rappelez que c'est d'ailleurs l'un des chevaux de bataille dans la campagne de Donald Trump qui dit que dès qu'il est à la Maison-Blanche, le premier jour, il doit se débarrasser de cette loi de santé. Barack Obama, c'est aussi le crédit de l'Amérique. Si vous faites le tour du monde, vous verrez aujourd'hui que l'Amérique a gagné un peu plus en crédit par rapport à l'appréciation dans d'autres États que cela n'était sous George W. Bush. Et puis, Barack Obama a aussi donné un peu plus de chance aux minorités. Les gays et les lesbiennes, par exemple, ont eu un peu plus de droits sous Barack Obama que cela n'était avec les gouvernements républicains. La minorité latino-américaine, par exemple, qui compte 11 millions d'illégaux dans ce pays, ont bénéficié d'une loi qui devait faire de sorte que tous ceux qui ont des enfants américains nés en Amérique ne soient pas déportés, c'est-à-dire ne soient rapatriés chez eux, refoulés chez eux. Et cette loi a été bloquée. Cette loi a été bloquée par un juge républicain. Et il faut donc attendre à ce que Hillary Clinton vienne au pouvoir, si cela est possible, pour que cette loi soit réactivée. Au cas contraire, elle sera tout de suite balayée puisque M. Donald Trump l'a promis. Alors Achille, Barack Obama, oui. Alors Achille, c'est revenir aussi un peu sur cette politique africaine de Barack Obama. Qu'est-ce qu'il a fait réellement pour le continent africain? Je crois que c'est la question qui devait préoccuper toutes les rédactions africaines aujourd'hui, puisque même pendant cette campagne, ni Donald Trump, ni Hillary Clinton
personne n'a parlé de l'Afrique. Nous nous rappelons seulement que l'Afrique est arrivée dans les débats de la présidentielle américaine lorsque M. Donald Trump a promis d'emprisonner Hillary Clinton au cas où il est victorieux. Et c'est une journaliste qui fait mention du Congo, je crois le Congo-Brazzaville, où M. Denis Sassou Nguesso emprisonne les opposants, en comparant donc Donald Trump au président du Congo. Et c'est la seule fois que l'Afrique a été mentionnée dans ces débats. La politique de Barack Obama, il faut dire qu'elle a été pratiquement inexistante. Il faut dire qu'elle n'a pas existé du tout. Écoutez, M. Barack Obama s'est rendu au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, et au moment où tous les Africains avaient les yeux sur ce sommet, avaient les yeux sur Barack Obama, avaient les oreilles tendues vers lui, comme un sauveur pour faire que la démocratie avance en Afrique, M. Barack Obama a promis que les États-Unis n'accepteront jamais qu'un président africain change la Constitution pour chercher un troisième mandat ou un quatrième mandat. Cela s'est produit au Congo-Brazzaville, cela s'est produit au Burundi, c'est en train de se produire au Congo démocratique. L'Amérique ne dit mot. Et vous voyez que c'est vraiment le chaos. Il faut dire que sur le plan de la politique africaine, Barack Obama a échoué. Alors, Achille Ngoma, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points à établir avec ces deux candidats, les nouveaux candidats, notamment Donald Trump, Hillary Clinton et Barack Obama? Est-ce qu'il y a des points, les trois candidats, enfin, le président sortant qui est Barack Obama et les deux candidats aujourd'hui, Donald Trump et Hillary Clinton, est-ce qu'il y a des points, des similitudes entre les trois? Je crois que la ligne elle est claire. La ligne sépare deux camps, Donald Trump et Barack Obama. Vous avez vu que dans les derniers jours de la campagne, Barack Obama s'est investi à fond et on a même pensé que c'est Barack Obama qui était le candidat à cette élection. Mais c'était bien Hillary Clinton. Pourquoi Barack Obama s'est intéressé à cette élection ou pourquoi Barack Obama s'est investi pour Hillary Clinton? Le problème, c'est que tout ce que Barack Obama a commencé à construire pendant son mandat va être défait si M. Donald Trump est élu. Donc, vous comprenez pourquoi Barack Obama est plus proche d'Hillary Clinton pour sauver ce qu'il a laissé derrière, pour sauver ce qu'il a pu accomplir comme progrès. Et donc, il faut qu'Hillary Clinton soit élue. Voici pourquoi M. Obama était presque, dans les derniers jours, le candidat démocrate. Alors, Achille, nous allons vous retrouver tout à l'heure, juste le temps de suivre cet élément sur les minorités raciales. Dans cette course à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, compte également sur le soutien de nombreuses minorités. Y a-t-il des raisons de croire que cet électorat offrira à l'ancienne secrétaire d'État les clés de la Maison-Blanche? Eh bien, nous allons suivre tout de suite dans ce reportage de Léa Hatsam. Fervente pratiquante issue d'une famille modeste, Hillary Clinton accumule les points face aux minorités et pour cause sa communication bien ficelée, héritée de son mari qui plaît aux latinos, mais aussi aux noirs américains. Originaire du Sud, l'ancienne première dame évoque aisément les questions raciales avec des explications simplistes en mettant en avant son engagement auprès des femmes et enfants de milieux défavorisés, en promettant un avenir radieux aux minorités ethniques qui résident aux États-Unis si elle était élue. Soulignant que dans l'État clé de Floride, les hispaniques représentent une solide base d'électeurs, une situation qui pourrait faire basculer massivement la démocrate Hillary Clinton en raison des positions très tranchées de Donald Trump sur l'immigration, lui qui dès son entrée à la course à la Maison-Blanche a courtisé l'électorat blanc tout en discriminant les hispaniques. Ce facteur de mobilisation ajouté aux appels de Barack Obama à soutenir Mme Clinton est un avantage qui donne de l'avance à Hillary et qui pourrait avoir un rôle déterminant dans cette élection. Il pourrait y avoir un rôle déterminant dans cette élection, notamment la politique étrangère. Et on revient sur l'Afrique, puisque nous sommes concernés. Alors, messieurs. Je pense que je vais abonder pour peut-être la seule fois dans le sens de mon compatriote pour dire que Barack Obama a effectivement évité l'Afrique. Le bilan de la politique africaine de Barack Obama est décevant. Barack Obama n'a pas pu résoudre le conflit au sud du Soudan. Très bien.
Barack Obama s'en va en laissant le Congo démocratique dans une situation d'incertitude totale. Mais bon, je pense qu'au niveau, quand on sort de l'Afrique, c'est vrai qu'on peut aussi expliquer ces désintérêts de Barack Obama par le fait aussi que, par le désintérêt général des Africains américains pour l'Afrique, le continent de leurs ancêtres. Je vous rappelle que dans les années 70, pendant les guerres de libération de l'Afrique en Angola, en Namibie, il y avait de fortes mobilisations des Africains américains qui ont parfois pu collecter jusqu'à 400 000 $ en faveur des mouvements comme le PAJC d'Amilcar Cabral. Alors, la question aujourd'hui que nous nous posons, nous les chercheurs, c'est de savoir pourquoi les Africains américains en général ont tourné le dos à l'Afrique, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Est-ce que nos chefs d'État ont je veux dire, peut-être des leaders qui leur servent d'intermédiaires, par exemple dans les Black Caucus, dans les deux chambres parlementaires aux États-Unis, ça, je ne suis pas sûr. Alors, donc c'est une problématique qui est là. J'ai eu l'opportunité de prendre part à une conférence aux États-Unis l'année dernière qui parlait effectivement des relations entre l'Amérique noire et l'Afrique. Peut-être qu'il faudra organiser un 8e congrès panafricain pour susciter l'intérêt des Africains américains pour leur continent d'origine. Je peux terminer pour dire que de la politique étrangère de Barack Obama, je pense qu'entre l'isolationnisme et l'interventionnisme, les deux philosophies qui ont toujours influencé la politique étrangère américaine, Barack Obama a sans doute choisi le juste milieu. On retiendra que c'est le président qui a normalisé les relations avec l'Iran et Cuba. Et je soupçonne une certaine sensibilité africaine. Je pense que ça nous le dira. Mais Barack Obama a quand même ce côté kényan par son père. Non, je vais vous lire un passage que j'ai retenu quelque part du point de vue de l'histoire américaine. En termes d'élection, aujourd'hui, au moment où les Américains disent qu'en Afrique, il y a des dictateurs, je voudrais vous lire un petit passage. C'est vrai qu'il paraît à l'origine, le renouvellement du mandat présidentiel n'était pas limité aux États-Unis. Cela n'a été rendu possible que suite au 22e amendement de la Constitution des États-Unis. Ce 22e amendement, adopté par le Congrès des États-Unis en 1947, n'a pu être ratifié qu'en 1951, à propos des mandats. Bien. Cet amendement va instaurer de manière officielle la limitation à 2 mandats à la suite de la 3e réélection du président Roosevelt, et ça s'est passé en 1944. Bien. Barack Obama, qui a été élu 2 fois, ne peut plus se représenter aujourd'hui. Pourquoi ? Mais parce que justement, il sait qu'aujourd'hui, il est assujetti à la loi américaine du point de vue de l'élection et que par conséquent, il est obligé de laisser le flambeau à Bill Clinton qui est encore, si vous voulez, vierge. Mais il y a aussi la limitation des mandats au niveau des États-Unis. Oui, mais elle est arrivée plus que tardivement par rapport aux Africains. On dit qu'en Afrique, les gens ne veulent pas de l'alternance. Mais l'alternance, en Amérique, n'est pas arrivée aussi vite que cela. Ça veut donc dire que, sans être pessimiste, sans pour autant être dictateur, ça veut dire que, le temps faisant son temps, l'Afrique a la possibilité de se démocratiser tout en peaufinant le système électoral, tout en peaufinant le discours électoral, tout en peaufinant l'opinion électorale, s'il y a des références à faire par rapport aux États-Unis, que nous considérons aujourd'hui comme la plus grande et la plus haute démocratie. Et par rapport à cet aspect, c'est ce que voudrait justement Barack Obama, puisqu'il vous souviendra que lorsqu'il arrive au Caire pour l'un de ses discours, il dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Donc ça réconforte un peu votre point de vue. Au-delà de ce que je viens de dire, je comprends un peu la déception des Africains. Et comme il le disait, aux États-Unis, les Noirs américains sont déçus. Il y en a qui vous diront qu'ils sont déçus du bilan de Barack Obama, qui, de leur point de vue, n'est pas un bilan positif.
par rapport justement à la politique raciale. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, il y a un professeur, Eric Michael Dyson, qui a écrit l'ouvrage Une présidence noire, Barack Obama et la question raciale aux États-Unis, qui dit qu'en fait, la déception découlerait de ce que les gens ont cru que Barack Obama, étant d'un père noir, allait venir sauver l'Afrique. Voilà, pouvait venir sauver l'Afrique. Or, Barack Obama n'est pas un homme, est un homme politique noir, d'accord, est un homme politique qui se trouve être noir, mais il n'est pas un homme politique noir. Comme l'a dit notre correspondant, c'est un produit américain. Voilà, il y a vraiment une nuance. Il y a une nuance. Mais je vais terminer. Un bémol quand même, qu'à cela ne tienne. Il vous souviendra que Barack Obama est à l'origine de ce qu'on appelle le Power Africa, qui consiste à électrifier, à l'électrification donc du continent africain. Je crois que d'ailleurs Akon est l'un des artisans de cette politique-là au niveau de l'Afrique. Barack Obama aussi est celui-là qui est à l'origine de ce qu'on appelle le Young African Leadership Initiative. En fait, cette initiative-là, justement, qui permet aux jeunes Africains d'aller aux États-Unis sur un programme d'échange avec des universités américaines. Au cours de ces échanges-là, ils apprennent ce qu'est le leadership, et puis sur de là-bas, quand même, grandi sur les institutions américaines, le fonctionnement de la politique. Face à ce regard aujourd'hui... Les institutions américaines et non les institutions africaines, ou africano-américaines. Mais aujourd'hui, face justement à cette situation, quelle perspective pour le continent africain? Je pense sérieusement que les États-Unis n'ont pas d'intérêt du tout en Afrique. Bien. Et que le président Obama n'a pas marqué une rupture avec ses prédécesseurs. C'est-à-dire que c'est aux Africains, aux leaders africains eux-mêmes, d'accord, de tout faire pour donner de l'intérêt au continent africain, de sorte à ce que l'extérieur, donc le continent américain, ou que les Américains puissent nous regarder. Voilà, je veux dire, notre émancipation politique, démocratique ne viendra pas des États-Unis, puisqu'ils n'ont pas besoin de ça. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on ressuscite le panafricanisme. Mais voilà, justement, avec le panafricanisme. Voilà, la résurrection du panafricanisme ou du nationalisme noir, on a besoin de ces concepts-là en Afrique. Les Africains américains ne s'identifient plus à l'Afrique. Tout à fait. Moi, je voulais simplement revenir par rapport à ce qu'il dit, justement, pour dire que ce n'est pas la peine de se leurrer. Un Africain qui a quitté l'Afrique et qui, aujourd'hui, se trouve établi par rapport à plusieurs siècles, ne peut pas se dire africain. Ça, c'est inutile de se leurrer. Le panafricanisme, c'est d'abord l'Afrique, la naissance des progressistes, n'est-ce pas? Le progrès de ces progressistes-là, et puis le développement de l'économie par l'Afrique. Je vous ai parlé tout à l'heure du Gondwana, n'est-ce pas? Cette ligne imaginaire qui partait du Brésil pour l'Afrique et s'est terminée du côté de l'Asie. Aujourd'hui, je crois que si les États-Unis peuvent regarder l'Afrique, c'est simplement parce que la Chine a mis pied en Afrique. Si les États-Unis peuvent regarder l'Afrique, et même l'Occident peut regarder l'Afrique avec un bon œil, c'est vrai que c'est du 50-50, c'est simplement parce que l'Afrique aujourd'hui est devenue un continent d'avenir. Oui, du point de vue des matières premières, là nous sommes à la COP22, allez voir la loi cadre, la convention des partis qui aujourd'hui ont ratifié la COP22. Allez voir si ces pays pollueurs ont déjà ratifié. Parmi les réticents, en ce moment, se trouvent les pays industrialisés. Ceux qui ratifient, malheureusement, ce sont les Africains. Ce sont les autres qu'Africains, parce qu'ils estiment que le développement de ces pays passerait par les pays industrialisés, alors que c'est un leurre. C'est un leurre parce que personne ne peut transposer sa richesse pour pouvoir enrichir l'Afrique. Je dis c'est un leurre. Messieurs, s'il vous plaît, il convient de revenir sur cette politique étrangère des deux candidats à cette course à la Maison-Blanche. Si Donald Trump défend un projet isolationniste, eh bien, Hillary Clinton prône aujourd'hui, au contraire, une ouverture. L'Afrique n'ayant donc pas retenu une attention particulière durant cette campagne. Je vous invite donc à suivre ce reportage et cette analyse de Marielle Biogou de la rédaction de Canal 7.
De nombreux sujets proposés par les candidats au fauteuil présidentiel américain ont permis de déterminer les votes des Américains ce 8 novembre. Parmi ces sujets, la politique étrangère qui distingue en bien des points Hillary Clinton et Donald Trump. Alors que le candidat républicain souhaite que les alliés des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique OTAN payent plus pour assurer leur propre sécurité en proposant que l'organisation devrait davantage se concentrer sur la lutte contre le terrorisme et les flots migratoires et moins sur la force de dissuasion envers la Russie, la candidate démocrate estime pour sa part que l'organisation est au contraire un bouclier essentiel qu'il convient de renforcer pour faire face aux velléités d'expansion de la Russie. Dans la lutte contre l'État islamique, elle appelle à un renforcement des raids aériens américains en Irak et en Syrie et souhaite instaurer une zone d'exclusion aérienne en Syrie. Pour lutter contre le terrorisme, Trump propose d'autoriser la torture pour dissuader les candidats au djihad. L'homme d'affaires veut désormais limiter l'interdiction du territoire américain aux ressortissants des États et nations terroristes, tout en réclamant une extrême vigilance pour les musulmans désirant se rendre aux États-Unis. L'ancienne secrétaire d'État estime au contraire qu'une telle mesure nuirait aux relations américaines avec le monde musulman et ne ferait qu'alimenter la capacité de recrutement de l'EI. Elle propose de renforcer les liens et le dialogue avec les leaders des communautés musulmanes aux États-Unis. L'édification d'un mur de 1600 km le long de la frontière mexicaine financée entièrement par le Mexique est l'un des points marquant la politique sur l'immigration proposée par Trump. De son côté, Clinton veut lancer une vaste réforme de l'immigration avec notamment la régularisation des immigrants sans papier à condition qu'ils n'aient pas commis de crimes violents. Si les deux candidats semblent être d'accord sur le prix des médicaments promettant d'autoriser les importations de ceux vendus moins chers à l'étranger, l'environnement en revanche fait débat. Côté républicain, on promet l'annulation de l'accord de Paris sur le climat et la suppression de l'Agence de protection de l'environnement, mais côté démocrate, on mise sur le développement des énergies renouvelables. Parmi toutes ces problématiques, l'Afrique a durant toute la campagne électorale été mise aux oubliettes. Pourtant, les deux candidats n'ont pas les mêmes perspectives sur le vaste continent, présenté comme la dernière frontière de la croissance économique mondiale. Hillary Clinton, qui pourrait hériter, si elle l'emporte, du vaste plan Power Africa lancé par Barack Obama pour accélérer l'électrification du continent, dispose déjà d'une ligne de conduite qui s'inscrit dans la continuité. Taxé de raciste, Donald Trump s'est plutôt illustré par des déclarations assez critiques sur les populations africaines. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, les Africains et les communautés afro-américaines qui avaient placé beaucoup d'espoir dans l'élection de Barack Obama, qui faisait de lui le premier président noir à la tête de la première puissance mondiale, ne placent que peu d'espoir sur cette élection présidentielle aux États-Unis. Peu d'espoir, comme vous avez su le dire tout à l'heure, aucune perspective sur le continent africain. Vous avez suivi également ce reportage. Ajouter quelque chose peut-être sur ce reportage alors que le continent africain, c'est quand même l'espoir de demain. Oui, moi, ce que je voudrais dire déjà, je voudrais mettre l'accent sur la COP 22. Comme ça a été dit. Oui, Trump, lui, il dit bien que l'accord de Paris doit être annulé. Annulé. S'il devenait président de la République, ça veut quoi? Ça veut simplement dire que la COP 22, c'est le frein à l'industrialisation pour les États industrialisés. Et lui, il ne s'en cache pas. Bien. La COP 22, c'est également une façon d'amuser les galeries en Afrique. Parce que la COP 22 ne pourra pas prendre des décisions telles que cela est souhaité par les Africains. Pourquoi? Mais parce que les organes qui sont chargés de mettre à exécution l'accord de Paris vont tenir compte de restrictions. Alors là, des restrictions auxquelles il faut se soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Afrique, si on dit que vous ne devez plus abattre les arbres, vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus pêcher, parce que si vous pêchez, vous allez déplacer l'écosystème, vous allez déranger le système animalier ou bien le système forestier. Mais ça veut dire que l'Afrique va décliner du point de vue de la vie sociale, du point de vue de la vie économique, même du point de vue de la vie politique. Parce que pour faire de la politique, il faut qu'économiquement, vous soyez suffisamment nantis, suffisamment lotis.
Mais lui, quand il parle de la COP 22, qu'il pourrait détruire... Qu'il est question d'annuler cette COP 22. Parce que lui, il est réaliste, parce qu'il sait que les pays industrialisés qui ont une avance considérable sur la production, qui ont une avance considérable sur la croissance, qui ont une avance considérable sur le développement et le partage du fruit du développement, plutôt de la croissance, ne peuvent pas réchigner à tout ce que cela voudrait dire du point de vue du progrès. Ce n'est pas possible. Alors lui, il a raison. Sauf que du côté d'Hillary Clinton, il faut saluer cette politique qui est mise en avant, qui consisterait à faire ci, à faire ça, c'est-à-dire à protéger l'immigration, à canaliser l'immigration, à faire en sorte que tous les immigrés qui quittent leur pays en vue de se rendre en France ou bien de se rendre beaucoup plus aux États-Unis soient soutenus d'une manière ou d'une autre. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que l'Américain est d'abord pour l'Amérique et non pour l'Afrique. Alors, messieurs, rapidement aussi, parce qu'on est déjà à la fin de cette émission. Je suis optimiste sur l'élection de Hillary Clinton. Je pense que après des années de néoconservatisme de George Bush, caractérisé par des guerres, nous avons connu une certaine accalmie, nous avons connu une certaine paix avec Barack Obama. J'ai parlé tout à l'heure de la normalisation des relations avec Cuba. Vous savez, Cuba a beaucoup fait pour l'Afrique. Hein. Cuba a beaucoup fait pour l'Afrique. Les Cubains sont morts en Afrique. Les Cubains sont morts pour la libération de l'Afrique. Et donc, je pense que le monde, et nous, on n'a pas besoin d'un nouveau George Bush bis. C'est pour cela que je soutiens Hillary Clinton. On attend tous avec impatience son élection. On attend tous avec impatience l'élection. Monsieur Onanga. Docteur, lorsqu'il a commencé son propos liminaire, il disait que les États-Unis sont un pays exceptionnel. Ils adorent l'exceptionnalisme. Pour dire que si Hillary Clinton est élue demain, on parlera en termes d'exceptionnisme. Si Donald Trump est élu, on parlerait en fait du rejet de l'establishment au niveau de Washington. D'accord ? Donc quelqu'un qui sort, lui, non pas, c'est pas un politicien pur et dur. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui vient balayer tous les politiciens purs et durs qui sont, voilà. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Et donc c'est le rejet, en fait, la remise en question de la politique pure et simple aux États-Unis. Voilà, messieurs, merci encore d'avoir accepté cette invitation de Canal 7, mais j'ose espérer que nous allons nous retrouver demain, toujours au cours de cette édition spéciale. Nous allons voir entre les deux candidats, Hillary Clinton, Trump, Donald, qui sera donc le 45e président des États-Unis. Merci encore, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais on se donne rendez-vous demain à 20h54 pour une autre édition spéciale. Au revoir et bonne suite de programme sur Canal 7.